Bonjour à tous, bienvenue dans ce Doers to Doers pour anticiper les difficultés financières. Merci d'être en ligne. Nous avons un format un petit peu spécial aujourd'hui puisque le sujet que l'on va aborder est celui des difficultés financières. Nous faisons ça sur Zoom. L'idée de ce Zoom, c'est que vous puissiez poser vos questions en toute confidentialité et aussi partager les informations sur votre boîte en toute confidentialité. L'idée, si vous connaissez déjà les Doers to Doers, re-bienvenue à nouveau. Si vous êtes tout nouveau dans les Doers to Doers, je vous présente rapidement le format. L'idée, c'est que j'ai réussi à bloquer un super entrepreneur et une super experte sur le sujet. Et donc, on va se servir de cette heure au maximum. Et donc, vous allez pouvoir poser en fait toutes les questions que vous avez sur les difficultés financières. Et nous, on va vraiment pouvoir adapter ça à ce que vous vous dites. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous partager de suite dans le chat. Moi, j'ai plusieurs questions pour vous. Où est-ce que vous en êtes dans votre boîte? Est-ce que ça fait longtemps qu'elle existe? Est-ce que ça fait pas longtemps? Est-ce que vous vous posez ces questions-là parce que vous abordez des difficultés financières et vous savez pas trop comment les gérer? Ou alors est-ce que vous venez vraiment ici juste en prévention? Ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Donc, j'ai quelques personnes dans la salle également. Et donc, l'idée, c'est que vous me donnez ces informations-là. Et à partir de ça, on va pouvoir poser des questions à notre experte ici, Sherazade, et notre entrepreneur Romain. Alors, tout d'abord, merci beaucoup d'être présent ici. Merci à vous pour l'invitation. Bien sûr. J'ai une première question pour vous, c'est pourquoi est-ce que c'était hyper important pour vous de venir parler de ce sujet-là aujourd'hui, Romain? Alors donc oui, effectivement, je suis entrepreneur pour ma part. Je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années, donc j'en suis plus à ma première société. Certaines ont bien fonctionné, d'autres ont moins fonctionné. Euh, alors, je vais essayer du coup de me faire un peu le porte-parole aussi de ceux qui n'ont pas forcément eu la chance de monter des Facebook et qui du coup souvent n'interviennent pas parce qu'en France, la défaillance d'entreprise ou l'échec n'est pas forcément toujours bien perçu. Donc l'idée, c'est un peu de parler de ça aussi puisque je l'ai vécu. Donc au moins, je pourrais partager ce genre d'informations. Et puis surtout, j'interviens dans le cadre également d'un projet qu'on a lancé il y a un certain temps, qu'on a appelé restructurer.cool, qui est donc sur notre site qui s'appelle justice.cool/restructurer. Et l'idée, c'est d'aider justement les entrepreneurs qui sont aujourd'hui en difficulté, notamment par rapport au PGE, puisque ça concerne beaucoup, beaucoup de monde en fait. Là, on a fait un certain nombre de projections et un certain nombre d'anticipations. Et alors, pour ne pas parler que de nos anticipations, on oscille entre 90 000 et 150 000 sociétés qui pourraient faire défaut dans les 12 mois qui viennent, en tout cas au moins en 2023. Et donc, c'est aussi, je pense, le bon moment pour parler de ce sujet qui est principalement le sujet de la restructuration de la dette et de l'entreprise en général. D'accord, donc la restructuration de la dette, l'entreprise en général. Et ce que tu disais, c'est que toi, tu venais aussi pour apporter un peu le point de vue émotion qui est lié à la difficulté financière. Tu peux en dire un petit peu Oui, plus là-dessus? c'est vrai qu'au-delà de la question, des questions purement pragmatiques et financières, un entrepreneur ne se cantonne pas à des chiffres. C'est aussi un être humain avec tout ce que ça représente d'inquiétude, d'angoisse et parfois d'ego. Et pousser la porte du tribunal de commerce ou pousser la porte d'un conciliateur, pousser la porte d'un avocat pour parler de ses difficultés financières, c'est un vrai chemin qui souvent prend trop de temps et du coup arrive un peu tard. Donc D'accord. l'idée, c'est de désacraliser ça. Ok, d'accord, très bien. On va essayer de désacraliser ça un maximum. Toi, Sherazade, qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici aujourd'hui? Alors, ce qui me motive à venir ici, c'est que, en quelques mots, moi, je suis avocat. J'interviens en droit des affaires et donc, je suis un partenaire, privilégié des chefs d'entreprise, surtout, des chefs d'entreprise de TPE, de PME ou de start-up et je fais le constat en tant qu'avocat que, souvent, pour les raisons notamment que Romain a évoquées, le chef d'entreprise, attend, tardivement malheureusement, avant de pousser, la porte d'un cabinet d'avocats ou de se rendre au tribunal de commerce pour s'ouvrir de ces difficultés et pour être efficace, dans mon métier en tant qu'avocat et bien, un peu à l'instar des médecins, je pense qu'on doit intervenir très en amont, au début, Oui, de la faire de maladie pour la pouvoir être de ouais. la prévention donc, pour pouvoir être complètement efficace et aider, l'entreprise à se relever et à poursuivre son chemin en toute sérénité.
Ok, très bien. Alors, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail du OK, comment est-ce qu'on fait pour se prémunir, etc. Déjà, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce qu'on veut dire par difficulté financière. Ouais. Donc, Sherazade, je ne sais pas si tu veux commencer par en fait. Alors, moi, je suis entrepreneur. Face à quel type de difficulté financière je peux me trouver et à partir de quel stade est-ce que je les reconnais à peu près? Alors, les difficultés financières, elles sont de plusieurs ordres. Quand on est chef d'entreprise, on a des difficultés avec ses principaux partenaires. Et là, ça va être les fournisseurs, donc des dettes fournisseurs. Oui. Mais on a également, et c'est vraiment là où il faut être extrêmement vigilant, des dettes avec les créanciers publics. Et là, on a l'URSSAF, on a le Trésor public et on a enfin un troisième volet, et c'est celui qui, en ce moment, fait un petit peu l'actualité, ça va être les difficultés avec les partenaires financiers, pas uniquement les partenaires commerciaux, mais bien les partenaires financiers. Et donc là, on Comme a surtout les les banques. banques. OK. Exactement, les banques. Et on a un gros sujet aujourd'hui qui est celui du prêt garanti par l'État, puisqu'on a des entreprises qui, alors qu'elles sont face à de nombreuses difficultés conjoncturelles, et on Oui, va en discuter la parce que crise, c'est j'imagine ça. que c'est ce qui aussi intéresse le public, avec des difficultés d'approvisionnement, avec une inflation sur le prix de l'énergie, eh bien s'ajoute à ça également les difficultés pour rembourser un prêt qu'on avait à l'époque, lors du Covid, octroyé pour faire face à un besoin de trésorerie immédiat. Alors que le prêt à long terme, ce n'est pas sa vocation première normalement. Ouais, Donc on se d'accord. retrouve avec une vraie tension aujourd'hui sur l'amortissement de ces prêts qui amène et qui doit nécessairement amener les chefs d'entreprise à anticiper toute difficulté. Pardon, je voudrais juste ajouter qu'effectivement, la particularité du PGE aujourd'hui, c'est que dans l'état actuel des choses, la plupart des sociétés en fait remboursent le PGE sur 4 ans. La plupart d'entre eux ont réussi, ou en tout cas ont au moins essayé d'obtenir le maximum parce qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient au moment du Covid. Donc, ça veut dire qu'ils ont souvent obtenu 25% de leur chiffre d'affaires, voire plus pour certaines sociétés. Je pense notamment aux startups qui ont pu parfois obtenir 50% de leur masse salariale. Et là, on se retrouve du coup avec des échéances de prêts qui peuvent être parfois très importantes. Et on a fait un certain nombre d'études avec différentes personnes. Je pense notamment à une personne qui s'appelle Patrick Sénicourt, qui est spécialiste dans le rating de sociétés. Et on s'est aperçu qu'il y a à peu près 50% des sociétés qui ont souscrit un PGE qui sont dans une situation qui est soit complexe, soit critique. Et pour ces 50%, 97% d'entre eux ont une capacité d'autofinancement qui est insuffisante pour rembourser le PGE. Donc, c'est gigantesque. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire à tous ces entrepreneurs, bon, vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Beaucoup de monde subit la même pression et l'État a prévu un dispositif pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter à venir en parler. Non seulement l'État a prévu un dispositif pour ça, mais aussi il y a plusieurs choses auxquelles on doit faire attention lorsqu'on souscrit à ce type de choses, voilà. Donc il y a plusieurs choses à regarder. Ouais. Avant, moi j'ai plein de questions du coup à ce niveau-là, mais avant ça, moi j'ai une question pour vous. C'est parmi tout ce qui vient d'être dit, est-ce que vous vous sentez concerné par une des problématiques en particulier? Si oui, laquelle? Est-ce que au contraire, vous venez ici juste en prévention? Ou est-ce que vous avez un problème d'un autre ordre duquel en fait vous souhaitez qu'on parle maintenant? Et comme ça, on est sûr que vous ne partez pas de cette heure avant qu'on ait pu répondre à votre question. J'ai le chat sous les yeux, donc voilà, n'hésitez pas. Dans la salle également, si. Oui, bien sûr. Je ne suis pas venue par rapport à ce type de difficulté parce que je suis en création. Pardon. Donc, je suis en création, donc je ne suis pas venue parce que je suis en difficulté, donc je n'ai pas encore ce type de problème, mais c'est pour les anticiper justement. Parce qu'aujourd'hui, alors je n'ai pas eu de prêt garanti par l'État, mais en l'occurrence, j'ai une banque qui me suit déjà à partir d'un premier dossier qui est convaincu par le projet. Mais moi, j'ai envie de m'assurer que je fais bien les choses et que j'investis cet argent aussi correctement et que j'anticipe ce que je vais devoir ensuite rembourser et pas me retrouver dans une situation où mon cash flow est ingérable. Donc voilà. Ok.
Trop bien, hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors, peut-être que je peux répondre en partie à la question. Alors, moi, j'ai jamais eu la chance d'avoir une banque qui me suivait dès le départ d'un projet. Souvent, il a fallu que je passe plutôt par des prêts d'honneur, la BPI principalement, puisque les banques sont généralement plutôt frileuses sur des structures comme celles que j'ai montées, qui s'appuyaient plutôt sur le capital immatériel. Donc, la question qui se pose principalement quand on fait un prêt, de mon point de vue, c'est celle de la garantie du prêt et de la caution personnelle éventuelle. Donc, pour ma part, j'ai jamais fait le choix de faire cette garantie personnelle, en tout cas pas à des niveaux importants. Mais souvent, quand cette garantie personnelle est demandée, elle s'accompagne en général d'un prêt sur un actif matériel, donc qui limite un peu également votre risque, puisque ce matériel va pouvoir être vendu en cas de problème. En tout cas, Il y a d'ailleurs régulièrement des sûretés qui portent également sur ces biens immatériels. C'est-à-dire que si vous achetez un fonds de commerce ou si la banque va, outre ce cautionnement, nantir ce fonds de commerce qui sera une garantie qui sera mobilisable également, qui permettra d'amoindrir finalement la garantie personnelle que constitue la caution. du coup, pour filer ce que je disais, souvent les banques aujourd'hui, les banques prêtent pas forcément facilement, encore plus en ce moment. Donc, si vous avez réussi à obtenir un prêt, c'est qu'après votre projet tient la route. Néanmoins, ça ne vous dédouane pas de faire très attention par rapport à votre propre caution personnelle. Mais là, j'ai un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Mais c'est quelque chose qu'il faut quand même rappeler souvent aux entrepreneurs qui, quand ils démarrent, en fait, tout l'argent qui vient est bon à prendre souvent et il est très tentant. Et oui, Donc, il c'est faut quand même… difficile en fait quand on commence de se dire bon, je vais refuser telle source de financement parce qu'en fait, on pense qu'à une chose, c'est qu'on a envie de lancer son activité. Exactement. Donc ça, c'est difficile. En fait, moi, je peux pas répondre à cette question de façon très, très précise parce qu'en fait, c'est une question qui vous engage vous et qui est une prise de risque que vous connaissez, enfin, que vous prenez en toute conscience. Donc, il faut simplement évaluer justement ce risque par rapport à votre propre capacité de financement pour pas vous retrouver demain dans une situation extrêmement compliquée. Mais après, ça dépend aussi de la structure que vous avez, ça dépend de plein de choses. Donc, c'est très difficile de répondre à la question précisément. Est-ce que Sherazade, tu as des exemples, toi, en fait, de combinaisons de prêts personnels et de prêts on sait aussi qu'il y a les prêts d'honneur Oui, qui peuvent entrer en tête, absolument. qui peuvent entrer en ligne de compte. Et Tout à fait. au-delà de ça, pardon, il y a Et aussi au-delà de ça, un certain nombre d'organismes qui se portent caution. La exactement. BPI peut en faire partie, même si ce n'est pas un prêt BPI, ça peut aussi, la BPI peut entrer en caution. Je dois regarder aussi avec la BPI pour emprunter davantage. Mais justement, c'est là où on parle de donc, on est en train de regarder également avec les organismes tels que la BPI pour emprunter davantage. Et puis, même la banque me disait de voir s'il pouvait augmenter par rapport à ce qu'il m'avait annoncé au départ. En fait, c'est un peu plus moi qui suis dans la précaution et dans le fait de ne pas forcément trop dépenser directement tout cet argent et me retrouver ensuite dans une situation que je ne maîtrise pas. Donc voilà, c'est un peu voilà. Même si le projet a du potentiel, même si les gens pensent qu'il y a du potentiel, il y a quand même des situations telles que le Covid, les containers qui sont aujourd'hui bloqués en Chine. Enfin voilà, énormément de choses qu'on ne maîtrise pas et qui m'engageraient éventuellement. Donc effectivement, on ne peut pas mettre des cautions personnelles. Voilà. D'où l'importance, il me semble, d'établir, d'élaborer, même si ça demande beaucoup de rigueur, avec le plus grand sérieux et le plus grand réalisme, les business plans. Il faut être extrêmement réaliste, il faut faire des plans de trésorerie extrêmement réalistes, d'autant plus dans le contexte actuel, avec une situation un peu plus difficile que lors d'années passées. Donc ça, c'est très important et je pense que quand on va voir une banque et qu'on lui demande un soutien, il faut nécessairement présenter des documents sérieux qui ont été élaborés. Moi, je pense qu'il faut les élaborer avec le concours d'un expert comptable.
C'est ça, avec des experts aussi, des personnes, c'est bien de s'entourer de personnes qui ont déjà lancé des business, Tout à fait. qui ont l'habitude Des d'accompagner clubs les d'entrepreneurs, bien sûr. exactement, En effet, il pour faut venir relire votre business plan. Et je sais que, complètement. par exemple, dans les startups que j'accompagne, il y a beaucoup de cas également, enfin, au sein d'incubateurs HEC, mais aussi au sein de structures qui sont plus jeunes notamment, où il y a en fait une volonté, parce qu'en fait, le business plan, on demande de faire rêver. On nous demande de faire Ouais, rêver les investisseurs. Et en fait, il y a un petit peu la version qui fait rêver les investisseurs. Mais d'ailleurs, déjà, ça marche de moins en moins parce qu'on n'est plus du tout dans cette période où, alors, on disait que c'était facile de lever, c'est pas si facile que ça de lever, mais en tout cas, on mais est dans ça une l'est moins période où aujourd'hui. voilà, ça l'est moins Ça l'est moins. aujourd'hui. On est dans une période où on a besoin de davantage de réalisme et là-dessus, Complètement. il faut se faire accompagner par des experts. On a aussi des doers to doers sur le sujet de faire un business plan réaliste. Donc, je vous invite à regarder la chaîne YouTube d'HEC Paris pour voir des webinaires précédents et aussi de vous inscrire pour voir des webinaires à venir, des doers to doers à venir sur la question. Mais là, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est plus on est dans l'anticipation des difficultés financières, donc qui passe dans un premier temps par avoir un plan réaliste. Ça, c'est un autre sujet qui est à part. Là, on vient de parler d'un stade. On a parlé beaucoup aussi quand on en préparait du stade auquel on commence à agir sur les risques d'anticipation financière. Donc, on vient de parler du stade du début. Donc, hop, j'ai pas encore de difficultés financières, j'ai pas encore lancé mon business, je veux me prémunir. Est-ce que rapidement, avant qu'on passe aux autres questions, on peut faire un petit peu une liste des différents stades auxquels on peut agir et quels sont les risques auxquels on s'expose à chacun de ces stades? Pardon, il y a juste Et tu voulais revenir un tout sur petit quelque chose? point que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Je pense qu'il y a un autre élément qui est hyper important quand vous faites un prêt, de mon point de vue, qui est que l'argent étant fongible, on a tendance un peu à mélanger les poches. Et alors, je ne parle pas de la poche de l'entrepreneur et la poche de la société, je parle plus de la poche qui concerne le financement d'actifs qui vont être amortis et des financements de choses qui ne sont pas forcément des actifs et qui sont, quand l'argent est là, tentants. Donc, je pense qu'il y a aussi une rigueur à avoir sur ce point-là, vraiment ne pas emprunter de l'argent pour, en tout cas, à une banque, à un actionnaire ou un investisseur, c'est autre chose. Mais quand c'est une banque, il faut essayer de rester sur des choses qui sont justement des actifs qu'on va pouvoir éventuellement valoriser plus tard. Ok. Pardon, c'était juste. Non, hyper intéressant, hyper concret. Hyper concret. Du coup, j'avais encore une question dans le public et puis après, on pourra venir chercher. N'hésitez pas aussi en ligne à poser des questions. Oui, je vais juste rebondir sur le faire rêver les investisseurs. Moi, je suis investisseur, donc j'investis dans une trentaine de startups et les difficultés financières, c'est assez courant finalement quand on a 30 lignes. Sur le faire rêver les investisseurs, le BP, au contraire, en fait, nous, enfin en tout cas moi, on sait pertinemment que la réalité va ressembler au quart du BP dans le meilleur des cas. Et donc, en fait, ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est de faire des scénarios pessimistes pour bien valider avec l'entrepreneur que le cas de moindre réussite, voire de difficultés est finalement soutenable. Donc, on essaye d'anticiper comme ça. Voilà. Maintenant, voilà. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup. C'est un changement de paradigme et je pense qu'il est complètement adapté Donc, c'est un changement de à notre paradigme. époque. Tu Ouais. disais. Moi, ce que vous nous dites, c'est vraiment un changement de paradigme et il est complètement adapté à l'époque et à la conjoncture actuelle. Aujourd'hui, un projet, pour qu'il puisse s'épanouir sur la durée, il doit, dès l'origine, ça j'en suis convaincue, être établi, déterminé avec, si ce n'est pessimisme, au moins réalisme. Très bien. Donc là, sauf s'il y a davantage de questions sur cette partie, comment anticiper, c'est-à-dire vraiment au tout début lorsqu'on lance sa boîte. Donc, s'il n'y a pas davantage de questions en ligne, n'hésitez pas. Je vais vous proposer de passer à la suite. Donc, vous avez dit qu'il y a par exemple un stade à l'amiable et un stade de contentieux. Donc, de quoi s'agit-il et est-ce qu'il y a une distinction à faire amiable avec les institutions publiques, les institutions financières? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quel stade, quel danger et quel partenaire? Oui, alors c'est juste un premier élément de réponse.
les difficultés, le traitement des difficultés financières, il est encadré par le Code de commerce, et notamment pour le versant amiable par le livre 6 du Code de commerce. Et deux procédures privilégiées sont présentées dans ce livre 6, c'est le mandat ad hoc et la conciliation judiciaire. Alors, dans les deux cas, on a des procédures qui doivent être ouvertes lorsque l'entreprise rencontre des difficultés. Alors, pour le mandat ad hoc, lorsqu'il y a difficulté, et pour la conciliation, lorsqu'elles sont vraiment avérées, et disons lorsqu'elles sont plus importantes qu'au stade du mandat ad hoc. Les difficultés financières, on en parlait tout à l'heure, c'est lorsque finalement la capacité de production de l'entreprise est insuffisante à honorer confortablement l'intégralité de son passif. Et on entend par passif les charges fixes surtout, et le passif social, le passif fiscal, et également, on le disait, le passif bancaire. Donc, en fait, ce dont on parle là, c'est tout simplement la cessation des paiements et de savoir dans quelle mesure on est ou pas en cessation des paiements, sachant que ça n'est pas que le déclencheur, puisqu'il ne faut pas attendre la cessation des paiements pour déclencher. C'est justement ça l'idée. Et aussi de savoir où on se trouve en fait dans ce cycle de la cessation des paiements, parce que pour être tout à fait honnête en tant qu'entrepreneur, la question de est-ce que je suis en cessation ou pas n'est pas forcément toujours très, très évidente. C'est pour ça que je ne l'avais pas encore abordé. C'est pour ça que je parlais de difficultés et pas encore de cessation des paiements. Parce qu'effectivement, la cessation des paiements, comme le dit Romain, c'est lorsque là, on a une impossibilité totale pour le chef d'entreprise de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire aux dettes qui sont échues et que l'on doit, et sur lesquelles on n'a pas obtenu d'échéancier, avec son actif disponible. Donc, avec ce que l'on a en trésorerie, avec la ligne de découvert. Quand on a cette balance qui est déséquilibrée au profit du passif, alors là, effectivement, on est en état de cessation des paiements. Alors, tout à fait, sauf que dans la vie d'une start-up, en fait, cette situation est assez fréquente. Oui. Mais la vraie question qui se pose, de mon point de vue, enfin, la notion qui me semble être importante de préciser, c'est la question de l'exigible. C'est-à-dire qu'une dette qui est exigible n'est pas forcément, enfin, même si le passif exigible est supérieur à l'actif et aux ressources, ça ne veut pas forcément dire qu'on est encore en cessation des paiements. Parce qu'à partir du moment où on obtient un délai de paiement, à partir du moment où on a un accord sur ce délai de paiement, on peut effectivement considérer qu'on n'est pas encore en cessation des paiements. Et c'est cette notion-là qui n'est pas forcément toujours évidente. Et c'est pour ça que l'entrepreneur n'est pas forcément toujours d'ailleurs le mieux placé pour répondre à cette question. Et c'est d'ailleurs sur ce versant-là que les deux procédures que je viens de citer sont extrêmement intéressantes, parce que la condition pour entrer dans ces procédures, c'est de ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, nous disent les textes. D'accord. Et donc, on retombe sur l'impérieuse nécessité d'anticiper ces difficultés, parce qu'on peut être en état de cessation des paiements, mais grâce à l'ouverture de ces procédures et finalement à ce qu'on réussira à négocier avec les partenaires qu'on va embarquer avec nous dans ces procédures, on finira par finalement éteindre cet état de cessation des paiements. Parce qu'on parviendra soit à obtenir des remises de dettes, soit à obtenir des échéanciers, soit à obtenir des différés d'amortissement. Et pour enclencher ces procédures et pour faire tout ça, je m'adresse à qui, à quoi? À moi. Non, plus de manière générale. Non, de manière générale. De manière générale. En général, on peut rentrer par deux canaux. Je pense que soit on rentre en général par l'avocat, puisqu'on a souvent un contact avec un avocat qu'on connaît, parce qu'on a déjà en général des contacts avec des avocats avant qu'une situation de ce genre-là se présente. Soit on rentre par le tribunal de commerce ou la conciliation ou le conciliateur lui-même, qui souvent est recommandé par le tribunal de commerce, parce que justement là, contrairement à l'avocat, on ne connaît pas généralement de conciliateur dans son entourage, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de problème. Donc, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc, en général, on pousse la porte du tribunal de commerce et puis on pose la question. Mais le choix du conciliateur est extrêmement important,
parce qu'il y a plusieurs cultures en fait dans le monde des conciliateurs et il faut vraiment bien prendre conscience que tous les corps de métiers qui font de la conciliation, qui peuvent être donc soit des administrateurs judiciaires, soit des avocats, soit n'importe qui en fait, mais qui peut justifier d'une vraie expérience sur la restructuration, ne va pas forcément avoir la même approche dans la solution qui va enfin dans l'accompagnement qu'il va vous apporter. Les solutions sont toujours les mêmes, c'est de la négociation, c'est un cadre dans lequel vous allez évoluer, mais par contre, les solutions ne sont pas forcément toujours abordées avec le même état d'esprit, avec la même philosophie, je pense. Enfin, ça n'engage que moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce que moi j'ai pu observer. En effet. Mais pour répondre à ta question, Oriane, effectivement, la porte privilégiée, qui est finalement la seule porte à pousser obligatoirement, c'est celle du tribunal de commerce. D'accord. Et avant, d'ailleurs, je pense Oui. qu'il est important, tout à l'heure, on parlait de la dimension émotionnelle. Oui. Parce que pour le chef d'entreprise, faire le constat de ces difficultés financières, c'est déjà quelque chose d'extrêmement compliqué. Oui, voilà, c'est à là aussi que j'allais en venir. C'est bon, ça c'est une fois que je sais Et voilà, que tout je à vais fait. être en cessation de Mais paiement. déjà, voilà, Oui, voilà. une fois que j'ai ça, souvent le chef d'entreprise, il se retrouve démuni parce que c'est malgré tout un constat pour beaucoup, et je pense que c'est à tort, hein, mais beaucoup le prennent comme un échec personnel et ça les freine dans la dynamique de rebond. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que, et tout à l'heure Romain le disait, c'est une situation qui arrive à quasi tous les chefs d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, à un moment ou un autre dans sa vie, on va connaître des difficultés parce qu'on a un problème sur le projet, parce qu'on a un problème dans l'environnement économique. Voilà, pour X raisons. Et pourtant, on a peur parce qu'on se dit, ah, est-ce que c'est moi qui ai mal géré mon Tout à truc ? fait. Et je pense qu'il faut vraiment se détacher. Il faut que le chef d'entreprise réussisse à détacher sa perception des difficultés, comment dire, de son implication personnelle. C'est-à-dire qu'il a pu tout bien faire et malgré tout, parce qu'il y a des facteurs externes, c'est compliqué. Donc, une fois qu'on fait ce constat, il ne faut pas négliger l'importance d'être entouré. Et ça, même les tribunaux de commerce l'ont compris. On a aujourd'hui beaucoup de tribunaux de commerce sur notre territoire qui ont décidé d'aller encore en amont de ce qu'on vient de voir, le mandat ad hoc et la conciliation judiciaire, en créant des cellules d'accompagnement pour les complètement confidentielles. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, s'il se sent démuni parce qu'il n'a peut-être pas d'expert comptable, parce qu'il n'a peut-être pas d'avocat aussi, eh bien, de son propre chef, il peut aller toquer à la porte du tribunal de commerce et dire, voilà, moi aujourd'hui, je pense avoir des difficultés, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, il sera dirigé par les greffes sur la cellule d'accompagnement qui le mettront en relation avec les bons interlocuteurs. Et on a sur ces cellules-là des juges consulaires qui sont eux-mêmes chefs d'entreprise, qui ont eux-mêmes connu ces difficultés. Voilà, donc ils connaissent très bien en fait ça. Et ce sujet, complètement, les accompagner ou au moins amorcer la démarche. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle, en fait, c'est bien d'en parler à ce moment-là parce que en fait, il y a un petit peu ce côté où on pose pas la question parce qu'on se dit bon bah qu'est-ce qu'ils vont penser de ça, etc. Et en fait, mais il faut se dépouiller de ça, en fait, vraiment. Parce que vraiment, ça n'apporte que du mal. Complètement. Mais je crois que dépouiller, c'est le mot en plus. Parce que, alors, pour revenir à ce que tu disais, là justement, nous, dans le cadre de Restructurer.cool, on est en train de mener des opérations pilotes avec un certain nombre de tribunaux de commerce qui ont pour vocation justement d'identifier les sociétés par justement du rating qui pourraient aujourd'hui être en situation et ensuite de les contacter pour leur dire nous on a identifié des trucs, si vous voulez qu'on en parle, on en parle. Après, si vous voulez pas en parler, on n'en parle pas. Mais l'idée, c'est vraiment de venir carrément nous-mêmes les solliciter parce qu'on sait qu'il y a potentiellement un problème. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas réglé entre-temps. Il y a plusieurs indices. Il y a les signaux faibles. Voilà, quels sont les indices? Pas de dépôt des comptes. Pas de dépôt des comptes. Des nantissements qui sont pris par des créanciers. On a des inscriptions sur les fonds de commerce. On a également une multiplication des contentieux contre la société ou des injonctions de payer. Et tout ça... Les mises en demeure aussi, ça peut alors être... ça n'arrive pas au tribunal de commerce, mais les contentieux. Donc, les injonctions de payer. Quand une même entreprise
se voit signifier plusieurs injonctions de payer, c'est la preuve qu'elle est défaillante dans le règlement de C'est ses ça. créances. Oui. Et par exemple, donc ça, c'est en tout cas, de votre point de vue, du point de vue du tribunal de commerce, comment est-ce qu'on fait C'est pour un indice. détecter? Ah ben, Voilà. Mais en fait, moi, au niveau de l'entreprise, quels sont les signaux qui doivent m'alerter sur la mise en demeure, oui, en la mise en effet. demeure? Voilà, c'est pour ça que je Celle parlais qu'on de la ressent. mise en Oui, oui. demeure. Mais il y a aussi, par exemple, il y a peut-être un moyen de voir à partir de combien de temps, parce que disons que j'ai un peu moins de ventes à cause de quelque chose de conjoncturel. Et du coup, moi, j'appelle mon fournisseur et je lui dis, bon, écoute, est-ce que je peux te payer le mois prochain? Ça te va, etc. Il me dit oui, et puis, etc. Mais Il y a une à partir de tension quel actuelle, moment, à partir de quel moment je me dis, je peux, à partir de quel moment je me dis, là, il faut que je commence à chercher de l'aide parce que je commence à glisser un peu trop. Qu'est-ce qui est OK, ça passe, ça peut le faire de temps en temps, et à quel de moment temps je en dois me temps. dire, bon, En faut fait, y c'est aller une là. vraie question, et pour l'avoir vécu personnellement à plusieurs reprises, notamment parce que dans le cadre d'une startup, on est toujours sur le fil du rasoir, donc on connaît très très bien cette situation. La vraie question qui se pose dans ce genre de moment, c'est de savoir effectivement dans quelle mesure ma situation elle est temporaire. Elle est toujours temporaire quand on est un dirigeant. Donc, il faut essayer de regarder les choses de façon pragmatique. Et surtout, c'est aussi l'état général de la relation qu'on peut avoir avec ses fournisseurs qu'on peut, à mesure, évaluer et apprécier, parce que plus ça se dégrade, plus on le voit quand même. Donc, et puis surtout, c'est aussi sur notre propre niveau de stress. Moi, je me suis vu en 2008, pendant la crise, ne pas réussir à dormir parce que je pensais à la façon dont il fallait que je m'organise pour structurer mes paiements, qu'est-ce que je devais prioriser, etc. Quand on en est là, à ce moment-là, il faut se dire, bon, OK, je vais prendre un moment de recul là, parce que aller chercher du commercial, parce qu'on se dit qu'on va solutionner le truc avec du commercial la plupart du temps, on va avoir le contrat qui va nous solutionner tous les problèmes, ce qui arrive effectivement de temps en temps, mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Et la gros avantage justement des procédures de prévention, contrairement aux autres dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'en fait, elles sont confidentielles et, et donc, vous pouvez aussi l'arrêter à n'importe quel moment. Ouais. Donc, ça veut dire que rien ne vous empêche d'engager une procédure, de chercher des solutions par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et si vous avez un contrat qui tombe, très bien, vous abandonnez la procédure et vous repartez comme si, OK. si de rien n'était. Au passage, en général, vous aurez réussi à limiter quand même 2-3 frais, les frais de relance, Et à étaler les trucs. quelques dettes. Voilà. Bon. Et en plus, étaler des dettes. OK, hyper intéressant. J'ai des questions en ligne, j'en ai plusieurs. Donc, j'en ai une première qui est: est-ce que contacter un tribunal de commerce au sujet de mes difficultés financières ne risque pas de nuire à ma réputation? On y a répondu On y quasiment, a mais répondu un petit on va peu, creuser mais un peu, en fait, on va dire que c'est symbolique du fait que, voilà, moi, j'ai un petit peu peur quand même de montrer, est-ce que c'est inscrit quelque part? Mais c'est Enfin, parce que c'est vraiment un lieu commun de penser que c'est l'antre de l'enfer, le tribunal de commerce. C'est l'inverse. c'est ça. Il faut que tous les C'est des entrepreneurs juges qui vont juger. Mais ce sont des juges chefs d'entreprise. C'est Ce ça. ne sont pas des juges professionnels. Ce sont des juges qui sont élus par des chefs d'entreprise. D'accord? C'est ça le tribunal de commerce. C'est une juridiction consulaire qui est composée par vos pairs. Donc, en réalité, on a des gens dont l'ADN est l'entrepreneuriat. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés, la plupart des magistrats ont été confrontés à ces problèmes. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait naître chez eux, parce que pour les côtoyer toutes les semaines, c'est souvent ce qui a fait naître chez eux la vocation. Et j'ai beaucoup de juges au tribunal de commerce qui me disent, mais moi, des faillites, j'en ai connu des liquidations judiciaires. Et je me suis relevée et j'ai toujours été plus fort donc vraiment, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que lorsque vous poussez la porte du tribunal de commerce, attention, dans le cadre de la prévention, quand même, je le précise, mais dans le cadre de la prévention, on n'est pas encore au stade de la procédure collective où on a déposé le bilan ou bien on a été assigné également en liquidation, en redressement judiciaire. Là, on est depuis tout à l'heure, parce que c'est le thème aujourd'hui, de la prévention. Dans le cadre de la prévention, l'anonymat, la confidentialité prévaut. Donc, vous n'aurez pas de souci de ce point de vue.
Et c'est Ok. justement c'est un des éléments qui est essentiel, dont on n'a pas encore parlé, et peut-être c'est le moment d'en parler, c'est justement de ce qui n'est pas les procédures de prévention. Parce que quand on aborde cette fois-ci ce qu'on appelle un redressement judiciaire ou une liquidation ou une procédure de sauvegarde, je crois que c'est un peu différent. Enfin bref, je suis encore pas complètement au fait de tous les terminologies, mais là, effectivement, je pense que c'est ce qui est dans la tête de la plupart des entrepreneurs, c'est ce qui arrive effectivement au tribunal de commerce. Et la plupart du temps, les gens se disent, c'est ça qui va m'arriver. Et là, effectivement, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas envie de ça. Tu n'as Oui. pas envie parce que C'est public. c'est public. Et Oui, surtout, c'est ça. il y a un moment, il y a un mec qui vient chez toi et qui dit, bon, bah, maintenant, c'est moi qui gère. Qui prend les rênes. Exactement, de la C'est direction. hyper violent. C'est hyper violent, même sans une liquidation. Et son job, c'est Donc même oui, pour redressement, liquidation, un redressement possible. judiciaire, Oui, tu n'as il y pas a envie un d'y aller. administrateur. Il y a un administrateur. En tant qu'entrepreneur, c'est extrêmement. Non, je ne voudrais pas utiliser ce mot, mais c'est extrêmement violent. Mhm. Donc, du coup, pour éviter ça, et pour éviter du coup de se retrouver en redressement judiciaire, il faut vraiment venir avant, parce que les solutions vont être les mêmes, mais par contre, l'encadrement ne va pas du tout être le même. On reste maître de la procédure. Le chef d'entreprise reste maître de la procédure. Donc, Et la différence, elle est là. il faut aller au tribunal de commerce en cas de difficulté Complètement. financière. Complètement. Ça va pas accélérer le fait qu'on va nous mettre en Ah non, redressement pas du tout. judiciaire. Et la À grosse. l'inverse, j'imagine. À moins que, évidemment, on ait Oui. ouvert une procédure amiable alors que la situation était complètement obérée. C'est-à-dire, donc comment est-ce à que je fais plus pour de- savoir? lorsqu'on a plus de 45 jours lorsqu'on est à plus de 45 jours de l'état de cessation des paiements. C'est-à-dire lorsqu'on a laissé passer un délai trop important entre le début de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais ça pendant plus de 45 jours. Parce que le texte, par contre, est très clair. Si on est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, alors on doit déposer le bilan. Mais- À défaut, responsabilité du chef d'entreprise et faute de gestion éventuelle qui pourrait mener à des sanctions personnelles. J'ai envie de dire, de toute façon, à partir du moment où vous posez cette question-là, c'est le moment d'aller voir un avocat. Ouais. Si vous ne savez pas si vous êtes en cessation de paiement ou pas, c'est Ouais. maintenant, il faut y aller. Oui. D'accord, parce que l'avocat, du coup, va être en mesure de dire, OK, dans ton cas, je te conseille plutôt cette procédure, c'est celle qui En fera le effet. moins de mal à ta... Parce qu'elles Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. elles présentent toutes des caractéristiques qui vont être adaptées à une situation donnée. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacune d'entre elles, mais en réalité, c'est la situation qui commandera celle. Et c'est là où le travail d'analyse de l'avocat dont parle Romain est important, parce qu'il fera un état des lieux, un diagnostic et dira, OK, bon, là, moi, je conseille d'aller sur celle-ci. Stratégiquement, il faut aller sur cette voie. Ce qui ne signifie pas qu'ensuite, on switchera peut-être sur une autre, dans le cadre d'une stratégie de restructuration. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on a oublié de parler des experts comptables qui sont quand même extrêmement Oui. C'est un partenaire incontournable. incontournable et Incontournable. important dans toute cette démarche. Tout à l'heure, on demandait qu'est-ce que je pousse comme porte. Et effectivement, la porte de l'expert comptable peut être aussi à pousser. Mais tous les experts comptables, déjà, ne se valent pas. Et tous les experts comptables ne sont pas rompus à l'exercice comment dire, du redressement, ou en tout cas au moins d'une situation de restructuration. Comment est-ce que je fais pour reconnaître un expert comptable qui pourrait répondre à mes problématiques? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je suis incapable de vous le dire. J'ai eu beaucoup de mauvais experts comptables dans ma vie. Ok, très bien. Sherazade, est-ce que tu as peut-être un élément de réponse pour les personnes ou alors comment est-ce qu'on fait pour repérer qu'un expert comptable n'est peut-être pas la bonne personne? Alors déjà, il faut savoir, j'ai appris ça il y a pas très longtemps, que dans certains endroits, dans certaines juridictions en particulier, je pense notamment à Bobigny, il y a énormément en fait de faux experts comptables. Oui, sur Bobigny, c'est je crois comme qu'il y en il y a a 600 le ou conseil un truc comme juridique. ça. Je crois qu'il y a 600 experts comptables qui ne sont pas gangrène. inscrits à l'ordre des experts comptables. Donc déjà, vérifiez que votre expert comptable est bien à l'ordre des experts comptables. Ok, C'est une Oui, profession ça a l'air bête, réglementée. mais c'est... Ouais. très bien. Ok, première déjà étape. ça. Deuxième étape? Et deuxième étape, honnêtement... Moi, j'ai peut-être un élément de réponse. Alors, peut-être, parce que moi, Et ça nous ramène un peu au début de cet entretien avec ce qu'on disait dès la création de l'entreprise. Moi, je pense que l'expert comptable, c'est un partenaire au long cours. Pour qu'il puisse être efficace, vous me direz comme l'avocat, mais l'expert comptable, ça se justifie davantage encore. Il faut qu'il puisse connaître
et avoir évolué avec l'entreprise, et ça, dès sa création. Et c'est comme ça que vous ferez de lui un bon partenaire. C'est l'associer dès le début au projet d'entreprise. Et quand il connaît correctement l'ADN du projet, alors il sera efficace au stade de la restructuration. Ok, donc au plus tôt, essayer d'établir cette relation. Cette avec, relation privilégiée, oui. Pour moi, Je suis d'accord avec ça, mais c'est pas si simple parce qu'un expert comptable, lui, il est payé au temps passé. Mhm. Il va essayer d'y passer le moins de temps possible en général parce que même s'il est au temps passé, en général, il forfaitise son truc. Et du coup, vous vous retrouvez à la fin avec des experts comptables qui ont énormément de sociétés dans leur portefeuille. Et donc, vous allez vous retrouver avec un expert comptable qui va faire son job avec souvent un peu le minimum qu'il doit faire. Donc, si vous le sollicitez plus, il va éventuellement intervenir plus. Par contre, il va vous dire, moi, j'interviens plus, je peux vous apporter mon expertise. En revanche, je passe plus de temps sur votre dossier, donc forcément, ça va vous coûter un peu plus cher. Donc là, il y a un vrai arbitrage à faire avec le prix qu'on peut payer à un expert comptable, sachant qu'aujourd'hui, c'est souvent une clé d'entrée quand on va avoir un expert comptable, c'est combien ça va me coûter. Parce que quand on est dirigeant, on a l'impression qu'en fait, l'expert comptable va surtout servir à mettre des chiffres dans des cases pour pas que j'ai à le faire moi. La réalité est évidemment un peu différente. Mais ça n'empêche que c'est très compliqué d'avoir quand même un expert comptable qui soit réellement impliqué dans votre projet. Donc, soit il faut tout simplement le payer correctement, soit il faut avoir quelqu'un qui va, pour une raison X ou Y, se passionner par votre projet ou qui va avoir envie de vous accompagner parce que c'est peut-être un plus petit expert comptable ou tout simplement parce que votre projet l'intéresse. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a une vraie question d'intuition personnelle sur ce point. J'aurais dit de feeling, mais c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et peut-être aussi tout simplement un moment de pas. Tout à l'heure, je disais en blaguant que j'ai eu beaucoup de mauvais experts comptables. J'exagère évidemment, j'en ai eu aussi des bons. Mais la question du choix incombe de toute façon aux dirigeants. Et puis, à un moment, s'il le paye à coup de lance-pierre, c'est sûr que l'expert va pas comptable va rester. passer le temps qu'il doit passer, C'est mais ça. pas plus. Quoi. C'est un investissement nécessaire au démarrage d'une entreprise pour éviter d'avoir à payer des factures bien plus lourdes après. Ok. Là, Bon, ça- j'ai un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Oui, Je dis non, ça, mais hein, bien sûr. Et mais alors, parfois, enfin, on a quand même les questions. C'est quand on démarre, on ne sait pas toujours. Ouais, c'est ça. il c'est faut le vrai. voir comme un investissement. Ça marche. Donc, on pousse la porte du tribunal de commerce. Mm. On pousse la porte de l'expert l'expert comptable. comptable. Est-ce qu'on pousse la porte du conciliateur en manière préventive? C'est une des questions qu'on a en ligne. Le conciliateur, que c'est je un compte- tiers de confiance désigné Oui. par le tribunal. Il y a une D'accord. expérience dans le domaine. Et Absolument. est-ce que je C'est pour peux ça qu'il- parler à des conciliateurs avant? Alors, d'ailleurs, la pratique, c'est le dépôt d'une requête pour l'ouverture d'une conciliation judiciaire. Et dans le cadre du dépôt de cette requête, on peut proposer au tribunal un conciliateur qui d'ailleurs aura au préalable rédigé sa convention qu'on soumettra également dans le cadre des pièces justificatives. Mais la question qui se pose, c'est on ne connaît pas tous un conciliateur. D'autant qu'en réalité, même si effectivement le texte prévoit la possibilité pour tout le monde d'être conciliateur sous réserve de 2 exceptions, incompatibilité et conflit d'intérêts. Il ne faut pas que le conciliateur ait été rémunéré au cours des 24 derniers mois par l'entreprise. Mais sous cette condition, en réalité, tout le monde peut être conciliateur. Mais dans les faits, seuls les administrateurs et les mandataires judiciaires sont, disons, nommés quasi exclusivement par les tribunaux. Parce que c'est l'usage. C'est vrai qu'il y a d'autres professionnels aujourd'hui qui sont formés pour ça, mais ils sont encore très peu. Donc, les mandataires et les administrateurs sont également très peu. Ils doivent être… En tout, ils sont 600, je crois. 600, voilà. Mais je crois qu'il y en a 3. Ou non, 400, pardon. Je crois que c'est 450. Ils sont très peu. Oui. Voilà, on est en dessous de 500. Donc, c'est quand même compliqué pour un chef d'entreprise qui a déjà énormément de choses à gérer de faire le choix du bon conciliateur. Donc, moi, je pense que le véritable conseil, c'est de s'entourer d'un partenaire qui, lui, a une connaissance privilégiée des acteurs
de la conciliation judiciaire. Et qui va aider du coup sur deux choses qui me semblent essentielles. Un, qui c'est le conciliateur qui me convient, en gros. Donc, à choisir un bon conciliateur ou un conciliateur qui va mettre de l'énergie dans mon projet et qui va être compétent dans les solutions de prévention. Parce que les administrateurs judiciaires ne sont pas tous compétents dans les solutions de prévention. Et la deuxième chose, c'est combien ça va me coûter. Combien ça coûte un conciliateur? Combien ça coûte, enfin, qu'est-ce qu'il va me prendre? Ça coûte combien? Eh ben justement, c'est très compliqué. Là, on est au temps passé et l'usage, c'est généralement 250 € hors taxe de l'heure, mais on est encore sur du temps passé. Alors, le texte prévoit quand même que la rémunération du conciliateur, la rémunération maximum, soit prévue dans la convention. C'est-à-dire que quand on s'engage dans le cadre de la conciliation judiciaire, le texte impose, parce que la société est en difficulté. La société est en difficulté. Donc, l'idée, c'est pas de lui mettre encore plus la tête sous l'eau avec des honoraires de conciliateur. Donc, le texte impose d'avoir la rémunération maximum. Et ce qui est assez différent d'ailleurs du redressement judiciaire, puisque là, dans le cadre du redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire, puisque ce n'est plus un conciliateur, lui va être rémunéré par une grille qui est établie et Tarif qui est réglementé, réglementée. Ce qui est tout à fait différent. Donc, le conciliateur et l'administrateur judiciaire n'ont rien à voir en termes de... Enfin, c'est les mêmes personnes souvent, mais par contre, leur intervention n'est pas facturée de la même manière. Donc, il faut quand même savoir un peu où on va quand on choisit un conciliateur, histoire de choisir d'une part le bon et d'autre part au bon prix, même si le juge veille un peu à ce qui se passe. Tout à fait. Et on a même une procédure qui encadre la rémunération du conciliateur. Ok. Donc, si on la considère exorbitante au regard de ce qui a été réalisé comme travail, le tribunal n'hésitera pas à rogner cette rémunération. Ok, très intéressant à savoir. Ouais. Ok. Pardon, mais en fait, depuis tout à l'heure, on parle de choses qui sont, à mon avis, un peu soit effrayantes, soit très peu glamour. Il y a quand même un élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est que cette procédure, cette situation et cette solution qui s'offre aux dirigeants, elle a quand même aujourd'hui, encore plus, des avantages vraiment très importants. C'est-à-dire que quand vous poussez la porte d'un avocat ou d'un conciliateur pour démarrer une procédure de prévention, c'est que vous êtes dans une situation compliquée. Et l'idée, c'est de vous en sortir. Donc, effectivement, c'est angoissant, c'est anxiogène, mais les résultats sont vraiment assez surprenants. C'est-à-dire que vous allez annuler un certain nombre de frais de recouvrement, de pénalités, voilà, ces choses-là. Vous allez parfois obtenir des abandons de créances. Ouais. Ok. Alors ça, il y a plusieurs procédures qui peuvent le permettre. Par exemple, dans le cadre du PGE, il y a plusieurs procédures. Il y a une autre procédure dont on n'a pas parlé, qui est la procédure de médiation du crédit, qui ne concerne que les sociétés qui ont un prêt de moins de 50 000 €. Ok. Dans le cadre de la médiation du crédit, c'est très encadré. Vous allez pouvoir étaler sur 2 ans, voire 4 ans. Mais vous n'allez pas forcément pouvoir étaler, par exemple, les crédits baux. Et vous n'allez pas non plus pouvoir obtenir d'abandon de créances. En revanche, en conciliation, vous allez pouvoir potentiellement en avoir. Alors, il faut être quand même persuasif, mais vous allez pouvoir en obtenir. Et j'ai envie de dire, pour un dirigeant, c'est magique, quoi. Il rentre au tribunal de commerce, bim, il y a des dettes qui disparaissent. Alors, ça n'arrive pas à chaque fois, je préfère le préciser, mais ça peut arriver. Et le deuxième élément, c'est que vous avez, je sais pas moi, 10 000 € de prêts trimestriels. Une fois que la procédure est terminée, vous n'avez plus que 5 000. Donc oui, la dette est toujours la même, mais par contre, vous remboursez quand même la moitié moins. Donc c'est des éléments comme ça qu'il faut. Enfin, je me permets de rappeler parce que depuis tout à l'heure, on parle des choses qui sont un peu effrayantes ou pas glamour, mais c'est ça l'objectif. Oui, tout à fait. D'autant qu'il y a quand même 70% de réussite. Donc, on a 70% des sociétés qui font le choix d'une procédure de prévention, qui reprennent, qui surmontent les difficultés qu'elles ont rencontrées et qui continuent le cours de leur développement. Alors qu'on est à 23% pour les procédures de redressement. C'est ça, Voilà. c'est bien ça Voilà.
D'où l'intérêt notamment de ces webinaires. Et on en revient à ta première question, Oriane, qui est pourquoi on trouvait important d'être parmi vous aujourd'hui. Pour cette raison. Parce que lorsqu'on prend en amont, c'est quand on décide de traiter en amont ces difficultés financières, elles finissent par n'être qu'un lointain souvenir parce qu'on réussira à trouver les bonnes solutions dans le cadre des dispositifs de prévention qui sont prévus par la loi. Voilà, donc ne pas hésiter à demander de l'aide, c'est prévu pour. Il y a plein de dispositifs de l'État qui sont à disposition pour faire ça. On a aussi des experts qui peuvent vous aider Complètement. à résoudre ce type de problème. Et surtout, les personnes qui vous aideront à résoudre ce type de problème, ce sont des personnes qui sont déjà passées par là. Donc surtout, à pas fait. de peur de jugement, parce que la seule chose que va vous apporter la peur du jugement, c'est Un frein à voilà, votre exactement. propre développement. Alors, c'est vrai. Je vais quand même mettre un bémol à Un ça. petit bémol. Je Euh, voulais conclure sur La voie de vas-y. la- Avant de citer la La voix... conclusion, Non, je suis non, non, désolé. non, la voix de la raison. La voix de la raison avant la conclusion. Non, il y a quand même On va se raconter des belles histoires juste un pour ça. un élément non négligeable, c'est aussi, tout à l'heure, on parlait de la peur du tribunal de commerce. Il y a quand même un élément, moi, que j'ai déjà ressenti à plusieurs reprises, donc il faut quand même le regarder honnêtement, c'est cette propension que peuvent avoir certaines personnes qui ne sont pas dans votre peau à vous donner une forme de conseil un peu moraliste. C'est-à-dire qu'en gros, et ça, il faut admettre que chez les administrateurs judiciaires, ça arrive assez fréquemment parce qu'ils récupèrent souvent des boîtes qui sont dans une situation critique et qui justifient la situation parce que l'entrepreneur n'a pas fait les choses correctement. Oui. Ne serait-ce que déposer ses comptes ou des choses comme ça. Mm. Et du coup, l'administrateur judiciaire, parfois, va avoir une tendance à dire, bon, bah voilà, là, vous n'avez pas bien fait votre job, moi, je sais comment il faut faire, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, vous auriez dû, là, vous devriez être capable de me répondre à cette question-là, vous savez pas, ça, vous savez pas non plus, donc, bah, désolé, mais c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je prends les rênes de la boîte. Ça, évidemment, en tant qu'entrepreneur, c'est insupportable. Oui. Insupportable. Et j'ai rencontré, moi, dans le cadre de ce projet, j'ai rencontré plein de conciliateurs et certains m'ont donné très rapidement cette impression-là et je les ai écartés du pool de conciliateurs avec lesquels j'ai envie de travailler pour les entrepreneurs avec lesquels je travaille. Donc, c'est vraiment un sujet, c'est de sentir à quel point la personne va être en empathie ou au contraire va être dans une position très, très péremptoire, très paternaliste, quasiment c'est ça. paternaliste. Parce que ça, on n'en a pas envie. Et le meilleur moyen d'éviter ça, c'est justement de ne pas aller en redressement et donc d'intervenir avant. Et de garder les rênes, de son entreprise en intervenant avant. Ok, super intéressant. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup, Sherazade, pour Merci à toutes toi. ces questions. Merci beaucoup aux personnes qui étaient en ligne et qui ont pu poser leurs questions. Merci beaucoup aux personnes qui étaient dans la salle également. Grâce à votre intervention, on a pu s'assurer que ce dont on parlait, c'était vraiment sur les questions que vous vous posiez. Merci énormément à l'équipe d'HEC Records. Donc à Clem, Paul, Nathan, qui sont derrière les caméras et derrière le live et qui permettent de rendre tout ça possible. Merci beaucoup à Tristan aussi, qui a permis de prendre les questions et de gérer le chat. Moi, je vous donne rendez-vous dès le 17 novembre où nous allons avoir un autre Doers to Doers, cette fois-ci sur l'expérience employée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour onboarder ses employés et faire en sorte qu'ils aient tout en main pour pouvoir bien vous accompagner dès les premiers jours. Après ça, on fera un autre Doers to Doers sur le focus, comment bien choisir ses sujets lorsqu'on commence une société. Donc, n'hésitez pas à suivre la newsletter incubateurhec.substack.com pour être tenu au courant de tous les événements. Voilà, la prochaine sort la semaine prochaine. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.